Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de votre émission Un homme, un concept. Nous parlons aujourd'hui des divers sujets d'actualité dominants de l'heure ici au pays. Nous allons bien entendu parler des informations ou de l'actualité liée à certains partis politiques ici au pays. Mais nous allons également aborder les sujets brûlants de l'heure ici en République démocratique du Congo. Vous l'avez compris, sera abondamment question de la problématique peut-être de la fosse commune découverte il y a presque près d'une semaine maintenant dans la commune de Maluku, mais on parlera probablement éventuellement de la problématique de droits de l'homme ici en République démocratique du Congo sur fond des différentes arrestations des différents hommes politiques ici au pays. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir un jeune qui évolue dans un parti qui est le Parti travailliste, et c'est avec lui qu'on va analyser toutes ces questions d'actualité. Madame, Messieurs, saluons ensemble Maître Patrick Mutombo. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Alors je vous reçois dans vos différentes casquettes. Il faut dire que vous êtes avocat des différentes ONG de défense des droits de l'homme. Mais vous êtes également, vous venez d'être nommé secrétaire général et secrétaire général adjoint et porte-parole du Parti travailliste, donc le parti cher à Steve Mbikai. Comment ça se passe dans le Parti travailliste? Ça se passe très bien. C'est depuis une semaine que la partie a été restructurée. Comme vous le savez, Steve Mbikai, c'est quelqu'un qui est pris de beaucoup de valeurs. Alors, ça se passe très bien en toute démocratie. Il faut dire que vous êtes un transfuge. Je me permets d'emprunter ce terme-là de monde sportif, de l'UDPS. Pourquoi vous avez décidé de quitter un si grand parti avec à la tête un grand homme comme Etienne Tshisekedi pour aller dans un parti qui essaye de s'affirmer? Madame, je peux vous affirmer que la vie est une question de choix, et dans le choix, il y a la possibilité de prendre tous les risques possibles. Et à un certain moment, lorsqu'on évolue dans une lutte politique, il faut savoir s'arrêter et faire le bilan. Et dans la mesure où on estime que ce n'est pas très positif, on a toujours la possibilité de revoir les choses. Qu'est-ce qui vous a C'est dans cette optique-là qu'on s'est en toute liberté décidé d'arrêter avec l'UDPS et d'adhérer au Parti travailliste. Qu'est-ce que vous trouvez de mieux au Parti travailliste que vous n'avez pas vu pendant tout ce temps à l'UDPS? Je ne saurais pas avec beaucoup d'exactitude satisfaire à votre question, mais c'est que ce qu'on peut noter, c'est que lorsque nous sommes venus à l'UDPS, de par sa création en 82, c'était des gens qui se réunissaient autour d'un programme, autour d'une idéologie avec des objectifs bien précis. Et avec le temps, on a constaté que les choses n'étaient plus le même. Mais l'idéologie est restée la même pour certaines. Le sphinx, entre guillemets, est toujours là, et selon certains, toujours le vent en poupe. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une certaine déviationnisme au niveau de l'idéologie de l'IDPS? Etienne Tshisekedi est resté le père pour nous, selon nous, de la démocratie en RDC. Etienne Tshisekedi est resté le modèle jusque-là parfait d'homme politique, d'homme d'État qu'il faut. Mais seulement, il faut relever que il y a d'une part Etienne Tshisekedi et d'autre part, il y a l'UDPS. Alors, je ne sais pas s'il faut parler de Etienne Tshisekedi ou de l'UDPS. Il y a confusion de genre. Je vous dis que par rapport à Etienne Tshisekedi, il a le stature parfaite d'homme d'État qu'il faut pour la gouvernance et la direction de la République. Mais par rapport à l'UDPS, il y a un certain nombre de choses qui ne cadrent plus avec les objectifs, avec des objectifs qui nous ont motivés d'antan à pouvoir adhérer dans l'UDPS. Et pourtant, ils ne font qu'un, l'UDPS et Tshisekedi. C'est quasiment la bonnet blanc, blanc bonnet, diront certains. C'est pratiquement, on ne peut pas dissocier Etienne Tshisekedi de l'UDPS. Tshisekedi d'il y a 20 ans est le même du Tshisekedi d'aujourd'hui. Mais l'UDPS d'il y a 7 ans, elle est différente. Comme parti politique, il est différent de celui d'aujourd'hui.
L'UDPS longtemps, c'est ce parti-là qui comportait en son sein des cadres, des hommes qui réfléchissaient, des hommes qui se réunissaient autour d'une idéologie assez forte. C'était un parti qu'on ne pouvait pas si facilement ébranler. C'était un parti qu'on ne pouvait pas si facilement infiltrer par des gens de pouvoir. Mais c'est un parti qui doit aussi s'adapter quand même au contexte, aux enjeux je ne sais de l'heure. Est-ce que ça doit rester le même ou doit faire face? Mais les enjeux de l'heure ne doivent pas tendre à la fragilité du parti. Et vous avez suivi, le président lui-même en a parlé, le président Tshisekedi, à partir de Bruxelles, plusieurs fois il a parlé sur différents mots qui gangrènent le parti. Ça dénote que ce parti a quand même perdu son l'ascendance qu'il avait sur d'autres partis. Aujourd'hui, c'est un parti qui continue à vivre par l'aura de son président. Et je me pose la question de savoir que serait l'UDPS après Étienne Tshisekedi. Il faut dire que c'est le cas de plusieurs partis politiques ici en RDC. On lit souvent les personnalités à leur parti dès qu'ils disparaissent. On espère que ça ne sera pas le cas au PT, au Parti travailliste. Non, madame. Je vous ai fait savoir que je venais de l'UDPS et quand on vient de l'UDPS, on est suffisamment équilibré pour savoir comment faire de lecture. Au PT, il n'est nullement pas question de ça parce que nous sommes autour du président Steve comme initiateur, mais c'est plutôt la conjonction d'idées, la conjonction des pensées qui permet le fonctionnement du parti. Donc au PT, ça, je peux le dire avec beaucoup d'aise, c'est que chacun est libre de s'exprimer et le président est de fois tenu aussi à écouter à l'applicabilité de différentes propositions. En tout cas pour l'instant, ça marche plutôt bien. Pour l'instant, on espère que ça va continuer, mais restons dans l'actualité de PT. On a vu votre président national ou votre l'initiateur de ce parti lancer cette campagne pour le financement des élections par le Congolais. Où est-ce qu'on en est? $1 Cette campagne a été... je rappelle que le président Steve, il est au même moment président du Parti travailliste, mais aussi initiateur d'un courant important, CNPS, ça veut dire... nouvelle classe politique et sociale. C'est dans le cadre de ces courants qui regroupent plusieurs partis politiques, plusieurs penseurs que nous avons songé à aussi contribuer, aider le gouvernement à pouvoir organiser les élections à temps pour ne pas donner des raisons à la CENI comme quoi il n'y a pas eu de moyens. La démarche est un peu utopique pour une population qui vit avec moins d'$1. Peut-être c'est facile pour M. Mbikaï qui est député national de donner $1, mais vous pensez que la population a les moyens? Quand on dit $1, 900 francs, pour certains c'est peu, mais c'est beaucoup pour une grande partie de cette population qui vit avec moins d'$. Vous pensez que c'est réaliste? Madame, vouloir c'est pouvoir. Et lorsqu'on a la volonté, comme disait le président Mao Tse-tung, lorsqu'on a la volonté, il est possible de renverser même de hautes montagnes. Vouloir c'est pouvoir. Aujourd'hui, il est juste question que le peuple congolais prenne conscience. Il y a peu, les grands hommes politiques de ce pays incitaient le peuple congolais à pouvoir se prendre en charge. Et la prise de conscience, cette autoprise en charge passe effectivement par ce sens-là de sacrifice élevé. Aujourd'hui, vous me dites que les peuples congolais vivent avec moins d'$1 le jour. Mais lorsque vous traversez les rues de Bandal, les rues de Lemba, les rues de Matongé, c'est les mêmes peuples que vous trouverez dans des terrasses, dans des débits de boissons, dans des débits, on parle de 80% de boissons. Justement, dans les peuples, il est juste question, soit on veut l'alternance, soit on ne veut pas de ça, soit on veut le changement, soit on ne veut pas de ce changement, parce que si on veut le changement, si on veut les départs du régime en place, si on veut que les choses deviennent tout autres, on doit se sacrifier. Pourquoi ces mêmes peuples seraient à mesure de descendre dans les rues pour manifester le 19, le 20, le 21, se priver peut-être de manger et
pour ne pas être à mesure de contribuer, ne fût-ce qu'avec $1 le mois. Ouais, c'est facile pour certains de se priver $1, d'autres c'est Non, quand non, même assez difficile. nous pensons que... Quand on gagne $9 000, c'est facile d'enlever $1. Hein. Non, non, nous pensons que c'est difficile même pour le plus grand milliardaire et millionnaire de ce pays. C'est difficile. Mais lorsqu'on a la volonté, même lorsque on est à mesure de gagner $1 seul par semaine, on va se sacrifier sa maison pour le changement. Madame, pour ce pays, il n'y aura pas de changement tant que le peuple congolais ne se prendra pas en charge. Et cette auto-prise en charge passe par le sacrifice. Le sacrifice ne sous-entend seulement pas le fait pour ces populations de descendre dans les rues de Kinshasa, manifester, mais c'est aussi savoir se sacrifier financièrement. Alors cette question, hein, parce que là j'aimerais que vous puissiez répondre dans votre qualité d'homme politique, mais également, je vous ai présenté tout à l'heure comme l'avocat des différentes ONG. On parle de cette actualité, c'est la découverte d'une fosse commune, charnière, tombe commune, ce ne sont pas les termes qui manquent. À Fula-Fula, nous sommes à Maluku, qui du reste, Fula-Fula qui est un cimetière reconnu. Vous, au niveau de PT, d'abord, comment analysez-vous cette actualité? Ensuite, vous nous donnerez votre point de vue en tant qu'avocat des ONG de droits de l'homme. Madame, vous savez, cette question est très grave. C'est une question importante à laquelle j'ai comme l'impression que le gouvernement congolais n'accorde pas assez d'importance. Dans des états normaux, nous devrions voir déjà le président de la République démissionner, sinon son gouvernement. Pour quelque chose qui se fait habituellement, pour une routine. Qu'est-ce que vous appelez routine? Et qu'est-ce que nous devons entendre par routine? Ce qui est routine, c'est ce que le ministre provincial présente. Nous faisons foi à se dire, ou bien quelque chose revêt le caractère habituel lorsque l'ensemble du peuple congolais a déjà pris connaissance de cela. Ça, c'est de un. Et de deux, nous devons nous habituer avec des anormalités. Écoutez, c'est vrai que l'année passée, nous avons été le pays le plus pauvre selon l'indice de développement, selon PNUD. Mais même dans des pays où la dictature est devenue monnaie courante, où les choses se passent de manière cavalière, de manière inexplicable, Syrie, Iran, Irak et autres pays, en tout cas, je pense qu'il n'y en a jamais eu de tels événements. Jamais eu. D'entrer les jeux par rapport à cette question, je pense que M. Matata Podio, qui pourtant a toujours été serein à le voir, en toute bonté, il doit démissionner avec son gouvernement. Nous pensons que... Non, nous parlons de quelque chose qui s'est passé dans la ville. Et on commence, décentralisation. Non. Il y a peut-être... il faut tout de suite le sommet, quoi, pour vous. Ces dispositions-là ne sont pas à ce jour devenues effectives. Et même dans des États fédéraux, il y a à un certain moment la responsabilité des dirigeants centraux. Lorsque vous arrivez aux États-Unis et qu'il y a de grands crimes, vous avez entendu le président Obama s'est prononcé sur les policiers qu'on qualifiait de racistes, mais ça ne s'est pas passé à Washington. Mais il se limitait justement à qualifier parce que les États là-bas sont... Justement, et depuis que ça s'est passé, certes, comparaison n'est pas raison. Avez-vous entendu le président de la République s'est prononcé sur la question? Non, mais cependant, c'est une question extrêmement grave, et c'est ce qu'on appelle en droit et dans le social le silence coupable. C'est vraiment un silence coupable, parce que c'est une question extrêmement grave qui à ces jours devait susciter la réaction et du chef de l'État, du Premier ministre et de tout le monde. Il faut dire qu'on vous a tendu la perche, hein, ça vous donne le droit de tirer à boulet rouge. Ça m'étonne que même la question orale soit soulevée d'un député, soit venue d'un député de l'opposition,
opposition pour entendre le professeur Bouchab. Est-ce que ça devait vraiment venir d'un député? Mais puisque c'est une routine, vous parliez tout à l'heure du gouverneur ad interim de la ville de Kinshasa qui vous a parlé en vous donnant des chiffres, en vous donnant que c'est quelque chose qui existe toujours. Pourquoi en faire un problème? Je ne voudrais d'abord pas faire foi au dire de ce ministre-là. Moi, je ne voudrais pas faire foi à ce genre de dire. Vous pensez que, écoutez madame, à un certain moment, les dirigeants congolais doivent comprendre que le peuple congolais n'est pas dupe. Des gens ont quand même étudié et ils ont la possibilité d'avoir le droit à la réflexion et de réfléchir de manière la plus objective possible. Donc réfléchissons de manière assez objective. Tout le monde est conscient que les cimetières ici dans la ville de Kinshasa sont bondés et que c'est de plus en plus fréquent qu'on recourt à de tels moyens pour essayer d'enterrer des indigents. C'est une réflexion rationnelle. On est conscient, peut-être il faut s'attaquer aux mots qui rongent la gestion, par exemple, de nos cimetières, essayer de trouver, au lieu de tirer comme ça boulet rouge sur le gouvernement central et voire provincial. Madame, lorsque vous dites que tout le monde est conscient, je me pose en moi-même la question de savoir, par tout le monde là, qui est-ce que vous visez? Si vous parlez des populations, en tout cas, je pense que les députés qui représentent ces populations-là et nous qui constatons de choses dans les rues, je dirais que les populations ne sont pas conscientes de cela. Dire que les gouvernements est conscient de ce genre de pratiques, là, ça peut s'affirmer. Seul le gouvernement, ça veut dire le Premier ministre et tout son gouvernement, M. Kibouta. Donc la seule faute du gouvernement... Et les gouvernements provinciaux peut-être, mais les populations, non. La seule faute, c'est de ne pas avoir communiqué à temps ces pratiques qui sont ordinaires. On peut dire ça. Je ne voudrais pas que nous arrivions à admettre l'hypothèse selon laquelle ce sont de vieux cadavres abandonnés dans des morgues. Non, non. D'abord, si vous pouvez permettre que j'évolue, c'est que le gouverneur de la ville doit démissionner. Tout le monde doit démissionner. Mais bien entendu, madame, il s'agit de plus de 400 personnes. Il s'agit de plus de 400 personnes, madame. La Constitution de la République reconnaît la sacralité de la vie humaine. La même Constitution de la République reconnaît le respect dû aux morts. Madame, ce sont des dispositions constitutionnelles. Nous sommes des Bantous. En tant que Bantous, il y a toujours une certaine valeur que nous accordons à la personne humaine, et même après son décès, il faut toujours respecter. C'est ainsi que vous voyez, lorsqu'on arrive devant les cadavres, devant les dépouilles, on s'incline pour rendre hommage à ces gens-là. Mais qu'est-ce que ces gens ont-ils fait? D'abord, nous devons, à la phase actuelle, il faut qu'il y ait une enquête, création d'une commission, mixte qui sera piloté d'une part par le membre du gouvernement, en tout cas le membre qui jouisse d'une bonne moralité, et d'autre part les membres de la société civile. Et dans ce membre de la société civile, vous savez aujourd'hui que la société civile est vraiment infiltrée, il y a de traîtres, de gens peut-être sans beaucoup d'objectivité, et aussi la MONUSCO, parce que vous le savez autant que moi, que c'est grâce à la MONUSCO que cette information a été répandue. Pour de gens qui revendiquent la souveraineté, l'indépendance, la non-ingérence, à faire appel à la MONUSCO, on s'est dit au PT qu'il y a quand même des discours contradictoires, parce qu'on se rappelle que votre initiateur est contre le fait que c'est l'extérieur qui doit nous gérer. On peut régler ce problème-là nous-mêmes. Madame, je profite de cette occasion pour rectifier le chose, c'est que le président Steve Mbikaï n'est pas contre les organisations internationales. En tout cas, c'est l'impression qu'il a donnée. Non, il n'est pas contre la communauté internationale. Lorsque vous arrivez à Kinshasa, y a-t-il un bureau de la communauté internationale? Non. La communauté internationale est composée des organisations internationales et des ONG de droits de l'homme, etc. Donc le président Steve Mbikaï est contre cette manière qui est devenue régulière des États, ça veut dire la France, les États-Unis, la Belgique, de pouvoir nous donner des injonctions.
des injonctions. Mais nous ne sommes pas contre les résolutions de la communauté internationale. Et lorsque nous parlons de la MONUSCO, par exemple, la MONUSCO représente les Nations Unies. Cette communauté internationale, quand même. Les Nations Unies auxquelles nous appartenons, auxquelles nous sommes membres. Nous sommes membres également de cette communauté internationale. Donc. Justement, c'est ce que je dis. Steve Mbiki n'est pas contre la communauté internationale, mais nous sommes contre les volontés individuelles des États à pouvoir donner des injonctions à la RDC. Et vous savez, par cette campagne, ce que nous aurions pu comprendre, c'est que il y a un partage de responsabilités. Nous ne nous opposons seulement pas à ces pays-là qui sont cependant frères ou amis, mais nous nous opposons aussi à nos propres dirigeants qui, par leur comportement peut-être inopportun, donnent lieu à ces gens-là de pouvoir se comporter de la manière. Alors de parler, très rapidement, on va essayer de parler, puisqu'on parlait déjà de cette problématique de fausses communes, oui. Ça peut nous permettre de parler de la situation de droits de l'homme ici au pays. Vous qui travaillez avec, vous venez de dire, les ONG, les organisations de la société civile, on arrive peu à les compter ici en République démocratique du Congo, mais parlez-nous un peu des fonctionnements de ces ONG, surtout vous qui évoluez notamment avec ACAJ, notamment avec Human Rights Watch. Comment ça fonctionne? Parce que là, on ne sait plus où mettre de la tête. Madame, permettez-moi de dire deux mots sur la question de fausses communes. Pour nous, nous disons qu'il est hors des questions d'empêcher l'exhumation de ces corps. Nous exigeons une enquête mixte avec le gouvernement, la MONUSCO et quelques organisations crédibles de droits de l'homme pour voir ce qui peut être fait. Et cette commission aura pour mission, dans le 3 mois possiblement, c'est une proposition, de pouvoir enquêter sur les causes des morts et aussi les circonstances de leur ensevelissement. Nous pensons qu'il y a Henri Souroche. Vous et moi, nous sommes habitués de Kinshasa. Et vous êtes trop suspicieux là. Bon, soit on va... Mais il y a de quoi. Il y a de quoi, madame. Il y a de quoi ne pas être d'accord avec ce qui s'est passé. Il y a de quoi penser à il y a de quoi penser en tout cas à une possibilité d'assassinat. Il y a de quoi. Il n'est pas interdit de réfléchir en tant que tel. Vous savez que le 19, le 20 et le 21, selon les ONG de droits de l'homme, beaucoup de rapports ont donné des chiffres exorbitants. Et où est-ce que ces gens-là ont été enterrés? Vous savez, avec l'opération Likofi, qui a eu des morts, selon toujours Human Rights et d'autres. Selon toujours ces ONG-là, dont le fonctionnement est opaque, dont le fonctionnement reste très controversé, très méconnu de la population. Parlez-nous, je reviens encore à ma question, puisque vous parlez de ces ONG qui font autant de rapports sur notre pays. Comment ça fonctionne? D'abord, les ONG plutôt locales ici, on a l'impression que ça sert de caisse de résonance des ONG extérieures. Madame, une chose est vraie, c'est que lorsque vous arrivez par exemple aux États-Unis, les plus grandes ONG sont basées aux États-Unis. Ça veut dire le plus grandes ONG, quand vous prenez Human Rights Watch, vous prenez aussi ça, vous prenez Amnesty International, ce sont des ONG de pays développés. Et en RDC, le pays n'étant pas développé, nous avons du mal à pouvoir évoluer avec nos propres fonds. Donc on subit un peu le dictat des ONG extérieures. On ne subit pas le dictat, mais c'est la collaboration. En tout cas, avec ces ONG-là, c'est la collaboration. Ils ne donnent pas des ordres, mais on collabore. On finance quand même nos ONG ici, ce qui fait qu'ils ont un mot à dire, des orientations à donner. Ce qui est normal. Quoi de plus normal que d'être financé? Nous avons un gouvernement de la République qui est financé, je crois, à plus de 80% de l'extérieur. Et si ces ONG-là qui sont créées avec objectif de rendre
d'aider les pauvres femmes, surtout je prends l'exemple de la CAGE, qui est une ONG très importante qui facilite les gens à accéder à la justice à tout moment. Ceux de victimes de violences sexuelles, d'habits familiaux, lorsque vous allez là-bas, vous êtes pris en charge, et aussitôt pris en charge, il y a le suivi judiciaire les avocats qu'on met à votre disposition. Et pensez-vous que une telle ONG servirait de caisse de résonance à la communauté internationale ou à ces ONG de droits de l'homme internationales? Je ne pense pas. Je ne pense pas. En tout cas, mais c'est l'impression que ça donne quand même. Hein. Plutôt, j'aurais voulu dire que il y a des autres, parce que ce sont ces ONG-là, comme vous le savez, qui constituent la société civile. J'ai plutôt un discours qui va dans le sens de dire que nous avons plus d'infiltrés. Ça veut dire qu'il y a plus d'infiltrés au niveau de la société civile, les hommes du pouvoir. Et de l'opposition d'ailleurs, parce que maintenant là, on ne sait plus la limite entre la société civile et le politique, hein, tout s'entremêle. Madame, ils dépendent des recommandations de ZNDH, ça veut dire les institutions nationales de droits de l'homme. Et pour ce sont des recommandations de Paris. Ces ONG ont deux fois de missions qui sont très mêlées avec celles de partis politiques. Ils ont par exemple l'obligation de dénoncer toutes les violations, toutes les atteintes aux droits de l'homme. Ils ont cette obligation-là. Cependant, les partis politiques aussi le font. Ils ont le droit de rendre compte à la population de tout ce qui se passe. Ils ont le droit d'être indépendants. Ils ont le droit, ils sont liés au principe de l'efficacité, à la capacité technique, à la responsabilité et au principe de mandat. Vous comprenez que ce sont des principes qui s'entremêlent un peu avec les objectifs de partis politiques. Donc ça ne sert à rien de parler des connivences entre certaines ONG et certains partis politiques. De mon expérience, je sais affirmer qu'il y a des connivences entre certaines ONG créées par le pouvoir en place pour leur fin, au fin de promouvoir un certain équilibre, de montrer que toutes les ONG ne sont pas seulement proches à l'opposition. Et d'ailleurs, c'est quoi l'opposition ? À ce jour, l'opposition, parce que lorsque on dénonce les abus, les atteintes aux droits de l'homme, on dit que ce sont les ONG proches de l'opposition. Cependant, ce ne sont pas des ONG proches de l'opposition. C'est plutôt le pouvoir en place qui est en train d'organiser ces désordres dans la société civile. Au contraire, peut-être qu'il veut juste arranger, hein, parce que là, on vient de voir qu'on vient d'assister à la mise en place de la Commission nationale de droits de l'homme. Ce pouvoir-là tient quand même à l'organisation, à mettre de l'ordre dans cette société civile un peu disparate, aussi, ici en République démocratique du Congo. Madame, je peux vous affirmer que l'actuelle société civile est plus efficace que celle dont nous avons eu il y a 10 ans passés, il y a 5 ans. Aujourd'hui, nous avons une société civile qui sait se faire entendre. Lorsque je vous parle de tous les rapports qui sont publiés, aujourd'hui, les politiciens et certaines autorités judiciaires ont quand même peur de procéder à certaines arrestations et à certains abus parce qu'ils savent qu'il y a des ONG qui vont en parler. Nous avons des ONG qui sont très dynamiques. Je ne pense pas que... je prends votre vocable, que la société civile est qui est disparate, en train de disparaître. Je ne pense pas. Mais je peux plutôt affirmer que la question relative à la nouvelle Commission nationale de droits de l'homme. Voilà, c'est une question qui fait couler aussi beaucoup d'encre et de salive. Non, mon Dieu, non, mais ça ne va pas recommencer. On a là une Commission nationale de droits de l'homme. La voix, et c'était d'ailleurs une des recommandations de cette fameuse communauté internationale, de certaines ONG d'ailleurs internationales. Maintenant qu'elle est là, tout le monde devra applaudir et souhaiter bonne chance à cette équipe pour mieux travailler dans la défense des droits de l'homme. Oui, madame, nous sommes d'accord. Mais ce qui nous fait peur, c'est le critère
de sélection. Vous savez, lorsque vous avez de mauvais prémices, de mauvais débuts, il est possible que la fin soit aussi biaisée. Que dit la loi? Que dit la Constitution? Le vote à l'Assemblée nationale, l'article 121, dernier alinéa. Ça ne se fait pas au secret, ça se fait secrètement. Ça ne se fait pas comme nous en avons vu à l'Assemblée nationale. Et où est-ce que monsieur le président Obaminaku il est venu lui-même avec les 9 candidats et il les a proposés à l'Assemblée nationale pour qu'ils soient enterrés. Mais au nom de l'arbitrage, on sait qu'ils étaient 18 et on savait, vous avez parlé de cette société civile où il y a des infiltrés, il fallait quand même jouer à la sagesse parce que c'était pas évident. Il a joué à l'arbitrage et trouvé un consensus. Ne savez-vous pas que le président Obaminaku est animateur d'une grande structure du pouvoir en place? Pensez-vous que eux qui fustigent le comportement de la société civile en leur de faveur devraient-ils se fonder sur de critères objectifs? Mais ils se sont passés quand même, il s'est placé au-dessus de ça et il a joué à l'arbitrage et le vote a été par consensus. Voulez-vous me dire que vous m'apprenez que c'est pour la première fois qu'il se surpasse? Alors, ça c'est une information. Vous m'apprenez que c'est pour la première fois qu'il se surpasse. Mais ici, au moins, de temps en temps, quand il s'agit de l'intérêt national, l'intérêt de la nation, se mettre au-dessus de sa carapace, au-dessus de ses convictions politiques. Madame, pourquoi ne pas respecter la Constitution? C'est ça ma question. L'article 121, alinéa dernier, veut que les votes soient secrets. Pourquoi ne pas présenter tous les candidats, tous ceux qui avaient été retenus et qu'il possède maintenant au vote normal? Pourquoi le vote n'était-il pas secret? Et pourquoi lui devait venir avec des candidats que lui avait avalisés? Nous pensons que c'est une mauvaise manière de faire les choses, mais toutefois, nous n'emprunterons pas la démarche que certains de nos compatriotes sont en train de mener pour saisir la Cour constitutionnelle. Non. Nous souhaitons tout de même bonne chance à ceux qui sont passés. Nous leur demandons de faire de ne pas faire ce que Ngoyi Mulunda a fait, de ne pas faire ce que Malou Malou a fait, de ne pas faire ce que celui d'autrefois de la haute autorité de médias et consorts avait-il fait de toutes les structures d'appui à la démocratie. Nous voudrions qu'il soit objectif, qu'il table sur le critère de Paris, sur le ZNDH, qu'ils marquent leur histoire, qu'ils choisissent le bon côté de l'histoire, qu'ils ne fassent pas comme leurs amis. Donc bonne chance, parce qu'on voit quand même un petit mot par rapport à la représentativité de la femme au sein de cette commission. 4 femmes sur 5, la parité est en passe d'être respectée dans cette commission. C'est déjà une belle avancée quand même, hein? Oui, c'est une très belle avancée. Pour nous, nous n'avons jamais conçu les choses d'une manière comme quoi la représentativité de femmes doit dépendre du nombre. Mais nous pensons que cette représentativité doit dépendre justement des capacités. Donc dans la mesure où il y aurait une femme capable qui remplisse les conditions, si on le mettait, ça ne dérangerait pas. Et dans la mesure où il y en aurait eu peut-être 1 sur 9, ça ne dérangerait pas. Il ne faut pas être complaisant. Nous sommes contre ce discours-là de 30%, ce discours-là de 10%. Nous voudrions que les gens soient élevés, pas aux dépens de nombre, mais aux dépens de leur capacité. Toujours la méritocratie. Avant tout, on parle, j'ai dit que vous étiez l'avocat d'ACAJ, d'Amnesty, de Human Rights Watch. Parlez-nous un peu, on voit l'ACAJ au devant de la scène, s'agissant quand même de la défense de beaucoup de politiques. C'est une structure chargée carrément de défendre les politiques, surtout de l'opposition, ACAJ. J'aurais souhaité que le président Georges lui-même réponde à cette question, mais en tant qu'avocat, tout ce que je sais, c'est que ACAJ, c'est une ONG qui facilite l'accès à la justice. C'est une ONG de droits de l'homme. En tant que telle,
tout celui qui a de problèmes avec la justice, dans la mesure où il y a des acharnements, la CAJ ne peut pas s'empêcher d'intervenir en sa faveur. Même les gens de la majorité. Hein. Il y a le journaliste Diana. En son temps, il avait été arrêté. Vous aimez bien cet exemple, oui, c'est arrivé. C'est quand même une exception, hein, mais là, vous êtes avec, on va essayer de passer en revue rapidement les politiques, surtout de l'opposition que vous défendez. Vous allez nous dire où est-ce qu'on en est peut-être avec le processus. Parlons par exemple de Jean-Claude Mouyambo. Comment ça se passe avec lui? Oui, je serais plus à l'aise de reprendre en rapport avec Mouyambo, Diomine Dongale et Christopher, parce que ce sont de clients. Ce sont de gens pour qui j'ai... Alors, on commence par Mouyambo, oui, fracturé, pas fracturé, son état de santé, comment ça se passe pour lui? Madame Mouyambo, jusqu'à ce jour, il est hospitalisé et, en phase de perdre l'usage de son pied gauche, parce que l'on s'interdit d'être humain, parce que l'on ne veut pas être généreux à son endroit, parce que on veut lui régler le compte, simplement, parce qu'il n'y a rien de droit dedans. Parce qu'il doit assumer peut-être certains de ses actes aussi. En ma qualité d'avocat, je me vois mal de commenter peut-être un dossier qui est en cours, mais tout ce que je peux vous affirmer en rapport avec Mouyambo, c'est que je prie à toutes les autorités politiques, à toutes les autorités judiciaires de pouvoir réfléchir 2 fois sur le cas de Mouyambo. C'est quelqu'un qui leur a servi. C'est un compatriote, il était libre d'émettre ses points de vue, et à ces jours, il est en train de moisir en prison et maintenant à l'hôpital. En tout cas, c'est pas pour ses opinions qu'il a été interpellé ou arrêté. Hein, c'est ce que nous savons parce que... Non, c'est qu'il a été arrêté par rapport à un délit commis, rien à voir avec les opinions. Madame, faut pas tout politiser Madame, quand nous même, sommes hein. en matière pénale. Lorsque quelqu'un est arrêté, il doit y avoir préalablement une plainte. Je peux vous affirmer qu'il n'y a jamais eu, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de plainte. La preuve, c'est que Mouyambo avait introduit une lettre de demande de lever copie pour qu'il prenne au moins connaissance de faits lui reprocher. Nous en avons eu l'autorisation. Lorsque je suis allé personnellement voir Dame la procureure générale de Gombe, elle a refusé. Elle a refusé que nous levions copie. Donc nous supposons pour nous que les vraies raisons pour lesquelles il est arrêté, nous ne le connaissons pas. Mais s'il faut aller dans l'hypothèse du fameux citoyen grec, client de Mouyambo, qui aurait confié la gestion de son immeuble, tout ce que je peux affirmer à l'opinion nationale et internationale, c'est que ce monsieur-là, Mouyambo, ne l'a vu qu'une seule fois, et la deuxième fois, l'année passée, il ne lui a jamais donné la confiance, il ne lui a jamais chargé de gérer sa parcelle, son bien, parce que jamais, il n'y a jamais eu un contrat dans ce sens-là. C'est à quand le procès? Vous avez une idée sur le procès? On attend, mais déjà à ce jour, dimanche, ce procès et cette détention est une fois de plus irrégulière parce que lors de la dernière ordonnance de chambre de conseil, la décision avait été rendue pour 30 jours. Et aujourd'hui, nous sommes au-delà du 30 jours parce que c'est déjà le 9, donc hier samedi, que cette décision-là n'a plus effet dans la mesure où on n'a pas fixé. Mais toutefois, nous demandons aux autorités politiques et judiciaires de pouvoir accorder l'évacuation immédiate à Jean-Claude Mouyambo pour aller se faire opérer. Et je crois qu'avec tout l'aura politique qu'il a, c'est quelqu'un de très crédible. Il reviendra pour la préparation de l'échéance électorale. Très rapidement, on parle de Christopher Ngoy. Ça avait commencé son procès? Oui, le procès de Christopher Ngoy a commencé. Quand le prochain... Nous avons réunion pour se fixer, mais seulement vous retiendrez que, encore une fois, de plus, le tribunal de grande instance, Matete et son président ont violé les prescrits, les dispositions constitutionnelles qui veulent à ce que les procès soient publics. Tous les instruments juridiques internationaux de droits de l'homme veulent que les procès soient publics. Et vous savez que Christopher Ngoy, en son temps, avait été présenté à la télé comme ce instigateur de troubles, celui qui avait provoqué tous les événements du 19, 20 et 21. Et à la première audience, on refuse l'accès, on décrète pas le huis clos, mais on refuse l'accès de médias. Pour nous,
Nous avons trouvé que c'est une violation grave à la Constitution et on a interjeté appel. En tout cas, nous pensons que nous aurons au degré d'appel gain des causes et on va nous renvoyer au juge. On termine, je vous avais dit, hein, la CAJ est spécialiste en défense des politiques, surtout de l'opposition. On termine avec Diomi. Où est-ce qu'on en est? Très rapidement, en une minute, avec l'affaire Diomi. Vous avez vu avant-hier, le parquet général de la République avait livré un mandat d'extraction pour M. Diomi, qui soit pris de sa cellule en prison pour être présenté au parquet général de la République en ville, mais compte tenu de son état de santé, il n'a pas pu se déplacer. C'est ce qui a même justifié tout ce qu'il y a eu, notre arrestation. Et tout ce que nous pouvons demander au parquet général de la République, c'est que à ce jour, ils ont mieux à faire. Je vous rappelle que Diomi Ndongala est en train d'épurger sa peine pour 10 ans. Alors ça ne sert à rien de pouvoir le compliquer davantage. Si on le reproche d'autres faits, on assume. On laisse la justice également faire son travail. Justement, nous ne voudrions pas nous obstruire à la justice. S'il y a de nouveaux faits, le parquet général peut toutefois, compte tenu de l'état de santé de l'honorable Diomi Ndongala, se déplacer pour l'auditionner. Mais pour Diomi Ndongala, lui, il pense qu'il aurait eu un vent comme quoi on voudrait le déplacer de la prison centrale pour l'emmener à l'intérieur. C'est ce qui, selon lui, justifiait ces mandats d'extraction. Peut-être que ce sont des spéculations, des rumeurs. Hein. C'est pas ce qui manque ici à Kinshasa. La vérité se saura. D'accord. Alors, moi, je vous remercie. J'espère qu'ACAJ aura au moins à défendre en cas de besoin les politiques aussi de la majorité, hein, et qu'on ne reviendra pas souvent sur le seul exemple de Diane. Je vous ai dit ici que la CAJ, c'est une ONG qui défend. Mais pourquoi vous ne parlez pas de tous les indigents que la CAJ défend? Pourquoi ne parlez-vous pas? Vous-même, vous n'en parlez même pas déjà. Pourquoi ne parlez-vous pas? Déjà, vous-même, ACAJ n'en parle pas. Quand il tient un point de presse, c'est pour parler de Mouyambo. On fait comme vous. Hein. Mais on voudrait bien qu'ACAJ parle des indigents également. Mais qui est-ce qu'on a arrêté? On attend qu'on arrête les gouverneurs, qu'on arrête Écoutez, madame, en principe, pour cette histoire de fausse commune, même les agents qui sont allés, ceux qui ont facilité à la main-d'œuvre, tous ces gens-là devraient être arrêtés. On attend qu'on arrête le directeur général, le médecin directeur de l'hôpital. Avant les arrestations de tout ce monde-là, et lorsqu'on espère qu'ACAJ sera... On n'arrête jamais parce qu'on n'arrête pas les hommes qui sont proches du pouvoir. On espère vraiment qu'ACAJ va monter au créneau et essayer de défendre également les indigènes. Non, moi je vous donne la vraie information, c'est que ACAJ défend tout le monde. C'est seulement puisque le gouvernement en place s'acharne contre les opposants, et ce sont ces opposants-là qui se retrouvent en prison. Il y a Jean-Bertrand Ouaga, il y a Diomi Ndongala, Jean-Claude Mouyambo, il y a tous ces gens-là. Donc, lorsque vous arrivez dans le pavillon, vous allez trouver, c'est seulement les opposants. Il n'y a pas des hommes, ceux qui sont proches du pouvoir. Mais lorsqu'on va aussi faire d'une justice équitable, une justice où on peut arrêter tout le monde, on peut arrêter le gouverneur, on peut arrêter les directeurs de la prison pour de faits bénins ou de faits qui ne se justifient pas en droit. Vous verrez la CAJ et d'autres organisations de droits de l'homme défendre ces gens-là. C'est votre mot de la fin. Merci d'avoir été de notre ce soir dans le cadre de cette émission Un concept. Je rappelle aux téléspectateurs que nous avons reçu pour vous ce soir Patrick Mutombo, secrétaire général adjoint du Parti travailliste, donc le parti cher à Steve Mbikai, mais également avocat d'ACAJ et d'Amnesty International. Nous avons parlé des questions d'actualité, mais également des questions liées à la problématique de droits de l'homme ici en République démocratique du Congo. Appelez-nous, écrivez-nous, nous avons besoin de vos remarques, de vos suggestions et besoin de vos encouragements également. En attendant, nous vous souhaitons de passer une excellente suite de programmes en compagnie de la télévision haute définition. On se dit au revoir et à dimanche prochain.